Aujourd'hui, sans doute que le problème principal que vous avez si votre objectif c'est de développer votre compréhension de l'histoire du monde musulman et de l'islam, eh bien, c'est de lire les bons livres. Ce que j'appelle les bons livres, c'est des livres qui sont sérieux. Des livres qui vont vous apporter des connaissances profondes et qui ne sont pas parasités par une idéologie particulière. Parce que l'idéologie, si un auteur est motivé par une idéologie, bien souvent, malheureusement, il va vous transmettre une vision qui est simpliste. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous présenter mes 7 indicateurs qui me permettent depuis des années de distinguer ce qui relève d'un bon ouvrage de ce qui relève d'un mauvais ouvrage. Mais avant de vous transmettre ces indicateurs-là, simplement vous dire que il n'y a pas en fait d'indicateur qui exclut un ouvrage, dans le sens où c'est l'addition de différents indicateurs qui fait qu'un ouvrage est bon ou qui fait qu'un ouvrage est mauvais. Alors on va commencer directement par le premier critère. Donc c'est pas un critère encore une fois qui est éliminatoire mais qui est important. C'est un critère que je développe en 2 catégories. La catégorie compétences professionnelles et la catégorie identité personnelle. Alors la catégorie compétences professionnelles c'est quoi? C'est essayer de comprendre, essayer d'identifier qui est l'auteur et surtout quelle formation il a eu. Est-ce qu'il a eu une formation en histoire? Est-ce qu'il est passé par l'université? Est-ce qu'il a rédigé une thèse? Pourquoi c'est important? Parce que faire de l'histoire, écrire des ouvrages d'histoire, ça ne s'improvise pas. Il faut une méthode historique et cette méthode historique, elle s'apprend. Alors bien sûr, on peut l'apprendre même sans passer par le monde académique universitaire, mais si vous savez que cette personne-là, oui, c'est un historien, oui, il est passé par l'université, c'est quand même un gage normalement, un premier indicateur positif. Le second point, c'est ce que j'appelle donc l'identité personnelle, c'est finalement qui est l'auteur en tant que personne, en tant notamment ici quand on parle de l'histoire du monde musulman et de l'islam, forcément d'un point de vue de la religion. Est-ce que cette personne, déjà, est-ce qu'elle a une religion ou non? Est-ce que cette personne-là est une personne musulmane? Est-ce que c'est une personne non musulmane? Là encore, ça ne veut pas dire que si elle est musulmane, elle fait du mauvais travail, si elle est non musulmane, elle fait du bon travail, et vice-versa. C'est simplement une indication, parce que forcément, peut-être que cette identité-là peut l'influencer dans son écriture, dans sa manière de faire ses recherches d'un point de vue historique. Le second critère, c'est finalement aussi quel but poursuit l'auteur. Parce que parfois l'auteur met clairement les buts, exprime clairement ses buts au sein de l'ouvrage, s'ils sont exprimés, eh bien ça permet de savoir est-ce que quand l'auteur a rédigé ce livre-là, est-ce que ce livre-là, il l'a rédigé en poursuivant une thèse de base. Parce qu'en poursuivant une thèse de base, ça veut dire que ses recherches sont menées dans un but précis. Trouver telle chose, confirmer une telle hypothèse. Pourquoi c'est important? Parce que l'humain, vous le savez, et les historiens c'est pareil, on n'est pas tous objectifs, l'objectivité totale n'existe pas, et on est aussi touché, ici en l'occurrence si l'historien ou l'auteur a une thèse de départ, parce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est l'idée que si on a une idée, si on a une conviction, si on pense que notre théorie de base, elle peut être vérifiable, et forcément on le pense si on commence à écrire un ouvrage pour répondre à cette question-là, eh bien on est tenté de trouver tous les éléments qui vont dans notre sens, donc de les inscrire au sein du livre, et tous les éléments qui iraient pas dans notre sens, eh bien de les exclure et de ne pas en faire mention dans le livre. Donc ça c'est important de savoir quel but a l'auteur, si il l'exprime ou non. Il y a aussi le ton qui est employé par l'auteur. Le ton employé, c'est par exemple, notamment sur des sujets, encore une fois on parle du monde musulman et de l'islam, donc forcément il y a des sujets qui sont polémiques, qui sont tendus, comme par exemple celui de l'esclavage ou du racisme. Vous aurez des auteurs qui seront extrêmement agressifs, extrêmement, pratiquement, j'ai envie de dire, polémistes, et qui vont directement rentrer dans l'art et dire c'est inadmissible, c'est n'importe quoi, etc. Et à l'inverse, il y a des auteurs aussi qui seront beaucoup plus doux vis-à-vis de ces sujets-là et qui vont mettre sous le tapis des questions qui sont problématiques et qui pourtant sont véritablement réelles. C'est important parce que normalement, comprenez bien qu'un historien, il peut le faire par certains côtés, mais le plus souvent, il ne va pas donner son avis. Il ne va pas dire ça c'est bien, ça c'est mal. Il ne va pas dire oh là là c'est n'importe quoi, c'est de la violence extrême. Il va simplement vous transmettre des faits, vous transmettre ses questionnements pour vous amener à réfléchir vous-même sur ces sujets-là. Donc cette question du ton, il est extrêmement important. La question du ton revient aussi à la question aussi de l'affirmation vs le questionnement. L'histoire, donc c'est là on est sur le 4e indicateur, c'est le questionnement vs l'affirmation. Qu'est-ce que c'est l'histoire finalement? L'histoire, comprenez bien, c'est avant tout des questionnements. C'est avant tout des thèses, des hypothèses qu'on va essayer d'infirmer ou d'affirmer, donc de dire oui, cette hypothèse est valable ou non, elle n'est pas valable, à travers l'étude des textes ou des restes archéologiques, des témoignages, etc., etc. du passé.
Donc l'histoire, c'est avant tout des questionnements. Si dans un livre, on vous dit « ça s'est passé comme ça, pas autrement », cette personne-là, elle avait tel caractère, surtout de tout ce qu'on va vous dire par rapport au moral d'une personne, du caractère d'une personne, c'est très compliqué de le savoir d'un point de vue de l'histoire. Parce que les textes, forcément, il faut aussi les critiquer. Et ça va être d'ailleurs le 5e indicateur à prendre en compte. Donc, si un ouvrage d'histoire vous transmet plus de questionnements, de réflexions que d'affirmations, c'est davantage un gage de qualité qu'un gage de non-qualité. À l'inverse, si un ouvrage, un auteur vous transmet des affirmations, vous dit c'était comme ça et pas autrement, cette personne était comme ça, elle pensait cette chose-là, elle avait tel caractère, là ça pose question. Donc le 5e indicateur important à prendre en compte, c'est la critique des sources. L'historien, quand il travaille, et même le vulgarisateur en histoire, dès que vous avez un ouvrage d'histoire, les sources doivent apparaître. C'est quoi une source? C'est tous les témoignages du passé sur lesquels s'appuie l'auteur pour finalement bâtir son raisonnement et vous transmettre aussi des connaissances sur l'histoire, pour mieux comprendre l'histoire. Simplement, ces sources, elles doivent être critiquées. C'est la fameuse méthodologie historique. Parmi la méthodologie historique, cette question de la critique des sources, c'est vraiment la principale. Une source, donc c'est un auteur qui a écrit, il faut comprendre pourquoi il a écrit ça, à tel moment, est-ce qu'il n'a pas été influencé par tel contexte, par telle dynastie, par exemple par tel pouvoir dynastie, si il écrit sous un pouvoir particulier, etc., etc. Si la critique des sources n'est pas présente dans un ouvrage, c'est quand même un indicateur qui est extrêmement négatif. Et à l'inverse, c'est un indicateur qui est très positif. Et puis le 6e indicateur qui est lié donc à l'indicateur précédent, c'est que quand vous aurez une personne donc qui va critiquer les sources, eh bien les sources doivent aussi apparaître parce que forcément un auteur doit citer ses sources et notamment les sources anciennes. Eh bien vous aurez normalement dans la plupart des ouvrages soit les notes de bas de page qui sont en bas de chaque page. Vous voyez ici, vous avez ici les sources. Ici par exemple c'est El-Tabari, le Tarikh. Donc là, il inscrit ici. Alors parfois, c'est aussi à la fin de l'ouvrage où vous aurez des notes avec des 1, 2, 3, 4, etc. rattachées à différentes parties du texte qui vous rappellent aussi donc de sur quelle source s'appuie l'auteur. Le 7e indicateur et dernier indicateur qui est aussi lié à cette question de notes de bas de page, c'est que dans cet appareil critique de notes de bas de page, eh bien, vous avez aussi toutes les références de scientifiques, donc historiens principalement ici, sur lesquels va s'appuyer l'auteur. Ici, par exemple, vous avez Bowering, ici, donc voilà. Donc là, il s'appuie sur un auteur. Et donc, s'il s'appuie sur un auteur pour développer sa réflexion, l'auteur en particulier ici, eh bien, il doit le mettre dans la note de bas de page ou en fin de livre, encore une fois. Donc voilà tous les indicateurs dont vous avez besoin pour déterminer si un livre est bon ou non. Et si vous voulez avoir un récapitulatif de tous les indicateurs que je vous ai présentés aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien, vous avez juste à télécharger le PDF que je vous ai rédigé en cliquant sur le premier lien en description. Vous aurez tous les indicateurs qui vous seront indiqués et vous pourrez aussi cocher les cases si vous souhaitez le faire en direct avec le livre que vous avez choisi. Encore une fois, ces indicateurs, ils sont importants parce que l'histoire, ce n'est pas une science exacte. Encore une fois, c'est une science du questionnement permanent. Aussi, c'est important parce que, encore une fois, les historiens, mais tous les hommes dans le monde entier ne peuvent pas être parfaitement et 100% objectifs. L'objectivité totale n'existe pas et donc forcément il faut que vous ayez des outils pour déterminer si un ouvrage est bon ou non. Également aussi, il faut bien que vous compreniez que pour développer des connaissances qui soient à la fois profondes et sérieuses sur des sujets aussi complexes que ceux-ci, eh bien il faut forcément que vous lisiez plusieurs ouvrages. Encore une fois, le PDF est disponible sur le premier lien en description, c'est gratuit, il vous suffit simplement d'inscrire votre adresse mail. Et sur ce, eh bien, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Mais jusque-là, comme toujours, portez-vous bien.